Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Claire Géronimi. Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Le 11 novembre dernier, votre vie bascule. Un homme vous viole dans le hall de votre immeuble. La police va vite le retrouver. Il est centrafricain, il a 25 ans. Il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, et d'une interdiction administrative du territoire. 1 heure avant vous, cet homme avait violé une autre femme. Et son profil, finalement, rappelle furieusement celui du meurtrier présumé de Philippines. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à tant de similitudes? Que vous a fait la révélation de cette affaire Philippines? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de mettre en parallèle nos deux histoires. Malheureusement, Philippine, elle, a été tuée. Moi, je suis vivante, mais c'est vrai que ça fait toujours froid dans le dos. On a le même type d'agresseurs, des hommes qui étaient tous les deux sous OQTF, également des hommes qui étaient fraîchement sortis de prison. On avait, on va dire, toutes les deux une vie devant nous. Bon, heureusement, moi, je suis vivante. C'est vrai que ma vie est quand même détruite sur certains points, mais c'est vrai que ça fait quand même froid dans le dos de voir qu'au bout d'1 an d'agression, il n'y a rien qui a évolué. Comment se sont passés les jours, les semaines, les mois qui ont suivi votre agression, Claire Géronimi? C'est très éclairant sur le système français, au-delà du système judiciaire, du fait que quelqu'un qui est sous OQTF puisse rester en France, que quelqu'un qui devrait accomplir une peine de prison finalement sort par anticipation. Ce que vous avez vécu illustre aussi ce qui se passe du côté des victimes. Ouais, c'est vrai que en fait, on se rend compte après avoir déposé plainte qu'il y a énormément de problèmes de la part de la justice. Également, il y a un énorme problème de suivi des victimes d'un point de vue psychologique. Un encadrement juridique aussi qui est moindre. Vous êtes suivi, vous, personnellement? La justice vous accompagne psychologiquement? Pas du tout. En fait, quand j'ai déposé plainte, on nous donne une feuille A4 où on nous donne un peu les contre-indications de comment on va se sentir. Comme, vous savez, une notice d'effet secondaire quand on prend une plaquette de médicaments. Et c'est vrai que ça a été un peu un choc de se dire, OK, on est juste face à un bout de papier qui va nous dire comment se sentir. Alors oui, bien sûr, il y a un numéro de téléphone de la part d'une psychologue de la police, mais qui est très peu disponible parce que malheureusement, il y a beaucoup d'agressions et qu'elle n'est pas du tout disponible. Du coup, je suis suivie, mais à mes frais. Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas subvenir justement à un suivi psychologique. Et c'est également pour ça que je suis en train de créer mon association pour aider les femmes financièrement de ce point de vue-là, d'un point de vue psychologique, administratif et juridique aussi. Alors, pas de chance pour le garde des Sceaux, 3 heures seulement avant qu'on apprenne le pédigré du tueur de Philippines, à savoir qu'il était sous OQTF, qu'il avait déjà été condamné pour viol. Didier Migaud, nouveau ministre de la Justice, assurait qu'il n'y a pas de laxisme de la justice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration ? Écoutez, on va dire que c'est un peu dissonant. C'est que en fait, peut-être que s'il y avait un meilleur fonctionnement de la justice, au final, cet homme serait resté dans son centre de rétention administrative. Peut-être qu'il serait renvoyé il aurait été renvoyé dans son pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, Philippine serait encore en vie. Vous avez constaté, vous, que lorsque vous précisiez que votre violeur était un étranger sous OQTF, certaines, pour le dire gentiment, vous ont tourné le dos, si ce n'est plus. Il y a eu des articles extrêmement durs envers vous, des messages d'insultes, on vous a attaqué, on vous a dit que vous étiez d'extrême droite, finalement, de souligner le statut d'OQTF, finalement, de votre agresseur. Et on était à l'époque, je rappelle aussi, en plein dans le débat sur la loi immigration. Ouais. Bien sûr. En fait, il y a beaucoup on va dire, il y a que certains médias qui sont peut-être plus d'un certain penchant qu'un autre, qui ont bien voulu m'écouter. Pourtant, j'ai essayé de contacter tous les médias, je tiens vraiment bien à le préciser, parce que des fois, certaines personnes me disent que j'ai accepté trop d'invitations de médias d'un penchant plus que l'autre. Également plus on a refusé de vous donner de la parole parce que justement votre agresseur était un étranger sous OQTF. Bien sûr, parce que mon agresseur était un étranger sous OQTF et que en fait j'énonçais juste les faits, comme quoi il était sous OQTF et comme quoi en fait il ne devait pas être sur ce territoire. Et justement, je posais des questions à l'État à l'époque de pourquoi les OQTF n'ont pas été exécutés. Et apparemment, ça a dérangé. Elle en est où la procédure pour votre histoire à vous? Est-ce que votre agresseur il a été jugé? Est-ce qu'il sera jugé en France? Qu'en est-il exactement? Vous avez des informations? Eh bien, écoutez, aujourd'hui la justice est encore une fois très lente, donc ça va bientôt, comme je vous l'ai dit, faire 1 an. On est 2 sur le procès, du coup, la fille qui est juste avant moi qui s'appelle Mathilde et moi-même, donc ça prend 2 fois plus de temps.
Pour le moment, il y a le juge d'instruction qui est en cours, mais en fait, à part des checks, on va dire psychologiques, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas encore de confrontation, pas de date de procès non plus. Oui. Et donc ça vous maintient finalement dans les suites de ce drame que vous avez vécu, Claire Géronimi? Bien sûr, moi j'ai une théorie, c'est que le problème, c'est que tant que en fait le procès n'est pas passé, une victime ne peut pas se reconstruire. Et en moyenne, c'est environ entre 2 et 4 ans entre le dépôt de plainte et le procès, ce qui est très long. Et en fait, ça peut pas mettre un point final justement à cet événement traumatisant pour une victime. Alors d'une certaine manière, je vais faire un parallèle qui peut-être paraîtra hasardeux à certains, mais votre histoire me rappelle un peu celle de Gisèle Pelicot. Je dis ça parce que vous avez décidé de médiatiser votre affaire, vous avez décidé d'en faire un exemple public. Quelque part, vous faites don de vous-même à toutes les femmes pour que votre histoire puisse servir d'exemple. Et vous avez décidé de créer une association. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, bien sûr. Déjà, vraiment, j'ai commencé à parler sur les médias justement pour porter la voix des femmes qui, elles, n'osent pas forcément dévoiler au grand jour parce que c'est quand même une honte un peu ancrée dans les mœurs de se faire agresser et violer. Et en fait, j'ai voulu créer cette association justement pour aider les femmes d'un point de vue financier sur le côté juridique, psychologique, administratif. Et ça fonctionne? Vous arrivez à collecter des fonds aujourd'hui? On est en process. Pour le moment, j'ai commencé à lancer un podcast justement qui pourrait aider les femmes à peut-être avoir... Qui s'appelle Éclat de Femmes. Exactement, le podcast s'appelle Éclat de Femmes, l'association aussi s'appellera Éclat de Femmes. Et le but, c'est vraiment, en tout cas, de montrer aux femmes que c'est possible de se reconstruire après un événement traumatisant. Merci Claire Géronimi d'être venue au micro d'Europe 1. Et donc votre podcast à écouter, Éclat de Femmes, éclat au pluriel. Merci d'être venue sur Europe 1. Bonne journée à vous.